Alors en dévoilant ChatGPT au grand public en novembre 2022, OpenAI a non seulement démontré que l'intelligence artificielle pouvait enfin mener une conversation avec un humain, mais surtout révolutionner de nombreux usages digitaux, à commencer par la recherche. Ce lancement, qui aurait déclenché une alerte rouge chez Google, est-il en train de redéfinir les règles du SEO et du marketing digital? L'optimisation de la présence sur ces nouveaux moteurs de réponse, la Generative Engine Optimization, n'est-elle qu'une étape vers un nouvel écosystème conversationnel et agentique? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir David Eschholzer, directeur et fondateur de l'agence WAM. Bonjour, Bonjour David. Et Jérémy Lacoste, directeur général d'Eskimos France. Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un petit tour d'horizon du marché du search, et puis peut-être présenter rapidement en quelques mots, quelques dates et quelques chiffres vos agences. David, c'est quoi le métier de l'agence WAM? Alors l'agence WAM développe l'autorité digitale des marques. On pense que c'est ça la finalité de notre travail. On met un collectif pluridisciplinaire autour des problématiques de visibilité de nos clients, SEO, édito, RP, data, création de sites, pour les rendre visibles dans le search, là où il est, c'est-à-dire partout maintenant, chez Google bien sûr, dans les LLM aussi, et sur les plateformes social aussi. Voilà. Quelques chiffres peut-être? Oui, on est 50 personnes à peu près, on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on existe depuis 2008. Et pour ma part, ça fait depuis 2000 que je cours après les algorithmes de Google. Voilà. Jérémy, Eskimos France, c'est un peu un concurrent de l'agence WAM. Oui, c'est ça. On est confrères avec David. Donc, Eskimos, c'est 1000 clients actifs, 250 consultants, un groupe européen. Sur la partie France, c'est 50% du chiffre d'affaires. Et nous, notre job, il est assez similaire à ce qu'a décrit David. Effectivement, c'est qu'on va accompagner les marques sur leur visibilité sur les moteurs de recherche, mais les moteurs de recherche au sens large. Donc, effectivement, on a toujours Google qui reste un peu le cœur du sujet, le centre névralgique. Mais aujourd'hui, de plus en plus de plateformes basculent sur une approche search, que ça soit notamment les réseaux sociaux, les marketplaces, les moteurs IA. On va en parler. Alors, juste avant, je voulais évoquer le poids du SEO en France. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe parce que, aux yeux de beaucoup de professionnels du digital, de webmasters, le SEO, c'est incontournable. Et pourtant, il y a relativement peu de chiffres sur ce levier. On connaît le SEA, on connaît évidemment, grâce à Alliance Digitale, tous les sujets autour de la pub. Mais le SEO, c'est un peu un levier mal étudié, mal connu? Oui, bizarrement, c'est un levier qui représente 60-70% ou jusqu'à du trafic et même du business d'un certain nombre de sites ou de retailers. Et paradoxalement, il n'est pas mesuré. Et puis, il rapporte l'essentiel des conversions. Il n'est pas mesuré parce que ce qui compte, c'est ce qui rapporte de l'argent et c'est l'ADS, c'est les publicités. Ce qui est traqué facilement. Ouais, voilà. C'est plus compliqué de mesurer le poids économique du SEO? Je pense pas, mais je pense simplement que comme ça ne sert pas vraiment les gros faiseurs de publicité, j'y vais les deux pieds dedans. C'est pas mesuré. On a trouvé quelques chiffres. Je sais pas ce que ça vaut. 75 milliards de dollars au niveau mondial. Il y aurait une progression jusqu'à 120-125 milliards. Et aux États-Unis, 30% de cette manne serait captée aux États-Unis. En fait, la réalité, et on peut en parler avec Jérémy, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien définir le périmètre du SEO. Est-ce qu'on met le SEO technique, l'optimisation, les contenus dedans? Tu vois, nous, on travaille les RP maintenant. On va en parler dans un instant. Voilà. Et donc, est-ce que ça rentre dedans ou pas? Et je crois que c'est aussi ça la difficulté, si on est un peu honnête. C'est les plots qu'on met autour, quoi. Voilà. Jérémy, là-dessus, sur les chiffres? Ouais, je pense qu'il y a deux éléments. C'est qu'il n'est pas mesuré parce qu'il est identifié comme étant gratuit. Et souvent, dans les boîtes, on sait que tout ce qui est gratuit, c'est un non-sujet, c'est un non-brainer. Et pour un CFO, un directeur financier, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel il n'y a pas d'intensité à mettre. Le deuxième point, c'est que il y a aussi une pensée magique en disant le SEO, c'est un peu un truc qui se fait tout seul, entre guillemets. Et si j'ai une marque forte, mécaniquement, je vais avoir du trafic et des gens qui vont venir chez moi directement. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a parfois un manque d'investissement ou en tout cas des décisions qui sont prises un peu à la hâte en disant je vais arrêter de produire du contenu, je vais arrêter de travailler mon SEO parce qu'aujourd'hui, je suis bien référencé. Et en fait, effectivement, à court terme, on voit pas les conséquences de cette décision. Mais à long terme, c'est catastrophique. À long terme, on voit qu'effectivement, il y a une dégradation du trafic et du business généré par le SEO. Alors, vous avez aussi commencé à l'évoquer, le périmètre du SEO ne s'y limite plus à des moteurs de recherche, comme on connaît depuis 25 ans, comme Google. Il faut désormais y intégrer des plateformes vidéo, comme YouTube, des réseaux sociaux. C'est devenu un concept assez large. Oui, c'est clair. Et concrètement, on peut l'aborder par les chiffres, par le taux d'adoption.
Alors Google, c'est 95% de taux d'adoption, c'est-à-dire que 95% des gens l'utilisent au moins une fois. YouTube, c'est 83, des chiffres Pew Research. Quasiment pareil, 78, c'est Facebook, Instagram. Bah voilà, tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus, c'est grosses plateformes d'audience, et donc il y a de l'audience, il y a de la recherche, et ça devient des points d'accès à l'information. On peut plus faire sans. Et effectivement, les LLM sont venus s'installer dans ce quotidien. Alors on va en parler On juste va en après. parler, mais là aussi, les taux d'adoption, on peut en parler, hein, c'est de l'ordre de 40-45%. Donc le concept de SEO s'élargit. S'élargit à d'autres plateformes, là où sont les audiences en réalité. Hein. Et Jérémy, vous, dans les demandes de vos clients, ça inclut aussi les réseaux sociaux ou les vidéos? Oui, de plus en plus. Alors, nous, on a marketé ça autour du concept du global search, en disant, effectivement, la recherche, elle est multiplateforme. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Google est ultra leader, évidemment, sur les moteurs de recherche, mais sur la recherche pure, capitalise 14 milliards de requêtes par jour. Ça équivaut à peu près à 25% des requêtes qui sont faites sur l'ensemble des plateformes. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 quarts des requêtes aujourd'hui qui ne sont pas travaillées par les marques en SEO ou par les équipes SEO, qui sont réalisées sur d'autres plateformes, notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi entre 14 et 15 milliards de requêtes. Et donc, nous, aujourd'hui, effectivement, on accompagne les marques pour les aider effectivement à remonter sur ces nouveaux moteurs de recherche, mais aussi parce qu'en fait, le contenu qui est produit sur ces moteurs de recherche nouveaux, les marketplaces, les réseaux sociaux, les forums, etc., a vocation de plus en plus à être indexé sur Google. Donc, il y a aussi un effet mécanique de dire, travailler ces nouvelles plateformes en search, ça vous permet aussi de rayonner encore plus sur Google. Le knowledge graph regarde au-delà de Google Search. Absolument. Alors, on est là pour parler de JEO, et puis il y a à peine 3 ans, je disais en introduction, OpenAI a rendu accessible au grand public ChatGPT, la version 3, je crois. Comment vous l'avez accueilli, cet outil? Est-ce que vous connaissiez déjà ce que faisait OpenAI? Et est-ce qu'on peut évoquer les derniers chiffres de ChatGPT sur le marché français? Moi, j'avais démarré en 2021 une formation sur comment utiliser GPT pour créer des contenus. Mais soyons clairs, l'interface était horrible. Il fallait... C'était des API, je crois, initialement. C'était des API, il y avait plein de curseurs à bouger. Ça donnait... il fallait attendre, c'était vraiment chiant, ça marchait pas. Le vrai tour de force de ChatGPT, c'est d'avoir donné cette puissance de calcul, de réglage, à travers une interface très simple, de conversationnelle. Et effectivement, ça a explosé les usages. Moi, j'étais pas particulièrement devin, donc je l'ai accueilli avec enthousiasme, mais en même temps un certain scepticisme, parce que j'avais l'impression que ça recrachait sous forme de mimétisme humain les choses. Mais j'étais pas non plus subjugué. Je demandais à voir, voilà. Et le chemin parcouru est énorme depuis, puisqu'on parle de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Right. Jérémy, l'arrivée de ChatGPT chez Eskimo, ça a été accueilli comment? Pareil, alors moi j'étais pas encore chez Eskimos à l'époque, j'étais chez Annonceur, j'étais chez Merto. Je l'ai accueilli effectivement avec curiosité, en disant c'est quoi ce nouveau machin qui apparaît sur la scène, avec également tous les précédents qu'il y a eu en termes de déploiement de chatbot. On peut penser au chatbot de Microsoft qui a été déployé sur X et qui en une journée est parti en vrille et effectivement. Donc voilà, il y avait, puis la Messenger plateforme de Meta en 2016. Il y a eu beaucoup de faux départs. Il y a eu beaucoup de faux départs. Et puis sur l'IA, puis on peut rappeler que l'intelligence artificielle, c'est un concept qui remonte, je crois, aux années 50, avec les tout débuts de l'informatique. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'annonces non tenues. Et peut-être que c'était la première fois, il y a à peine 3 ans, qu'enfin un chatbot pouvait tenir une conversation. Donc vous avez quand même senti qu'il y avait eu un switch Ouais, moi je l'ai pas senti tout de suite parce qu'au démarrage, effectivement, c'était assez décevant, je trouvais en tout cas en termes de proposition de valeur. L'expérience était folle, mais la qualité du résultat et du livrable il y avait un décalage assez fort. Et quand on regarde effectivement, moi j'ai lu dernièrement la bio de Sam Altman. Quand on regarde un peu la jeunesse du projet, on rappelle le patron de OpenAI derrière ChatGPT. Donc c'est un projet qui date de 2015 et c'est un projet, tu l'as dit, à la base c'est uniquement orienté autour des API. C'est un projet qui est plutôt côté enterprise. Ils n'avaient pas vocation effectivement à avoir forcément une interface grand public. Les développeurs connaissaient déjà l'outil depuis quelques années. Et en fait ils l'ont lancé un peu rapidement parce que derrière, en face il y avait Claude. Claude, c'est des anciens d'OpenAI qui voulaient lancer leur interface avec du langage naturel et donc ils l'ont lancé en mettant aucune ambition derrière. C'était juste un tweet, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Sam Altman qui dit tenez, by the way, vous pouvez tester notre nouveau chat, etc. Donc même eux, je pense qu'ils n'ont pas mesuré, en tout cas c'est ce qui est écrit, voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais a priori ils n'ont pas mesuré la portée de ce qu'ils allaient lancer. Alors un lancement il y a 3 ans, aujourd'hui ça pèse quoi ChatGPT au niveau mondial et au niveau français, et puis même au-delà de ChatGPT, ces nouveaux moteurs de réponse, ça pèse quoi On l'a dit, il y a 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires.
Ça, c'est dans le monde. Hein. Ouais, dans le Mhm. monde, ça fait pas mal, mais c'est encore assez loin. Si on parle même en visite de leur site, je regardais encore ce matin, c'est 5,9 milliards par mois, mais c'est presque 84 milliards pour Google, pour un rapport de force, mais c'est déjà autant pour ChatGPT que Instagram, par exemple, quasiment. Donc ça dit quand même les choses. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est la part de marché qu'ils ont sur le segment assistant. Si on occulte Google AI Overview, ils dépassent, ils approchent 45% de part de marché, et Gemini est assez loin, même s'il remonte fort. Voilà. Par contre, on ne peut pratiquement plus exclure Google AI Overview, qui n'est pas encore en France pour des raisons légales, mais qui clairement va être le game changer, parce qu'avec la Qui est force une de Google, hybridation voilà, de c'est ça. Search et de Gemini. Mais ce qui est très intéressant, et ça on peut aussi sourcer ou faire référence au dernier rapport McKinsey, c'est de voir aux États-Unis, et là ils incluent Google AI Overview, que toute cette Gen AI, ChatGPT en tête, AI Overview, Claude, finalement est responsable déjà pratiquement de 40% des recherches dans le parcours, et en particulier en tête du parcours de recherche pour toutes les requêtes informationnelles. Ce que dit ce rapport, c'est que, et c'est important pour les marques qui nous écoutent, c'est que les Gen AI se sont imposés déjà dans le quotidien de recherche des gens. Donc Et notamment des plus jeunes. Exactement, des plus jeunes. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qui est dit dans ce rapport, c'est que si tu utilises pas les Gen AI, c'est que tu es un boomer en fait. Et c'est effectivement ceux qui font encore de la résistance et qui sont encore plus sur Google classique. Jérémy, chez Eskimos, au lancement des moteurs IA, il y avait peut-être une volonté de dire bon, les chiffres sont encore modestes, gardez votre calme. Néanmoins, ça vous a pas empêché hier de faire un superbe événement sur le GIO. Il y a eu aussi une évolution de votre analyse et de l'impact de ces outils sur le marché ces derniers mois? Ouais, je pense que la conviction, elle s'est formée il y a 1 an et demi. On a quand même senti que ça allait être quelque chose qui allait être pérenne. Hein, on parle pas du métaverse, on parle pas ouais, de choses comme ça qu'on a pu voir On comme salue des Mark comètes. Zuckerberg qui Voilà, nous écoute. c'est ça. Donc on a quand même senti que ça allait être pérenne et qu'il y avait une forte attente quand même des clients. Moi, je suis arrivé il y a 1 an. C'était un sujet, mais voilà, on en parlait, etc. Là, depuis 6 mois, je pense que David a à peu près le même ressenti. C'est-à-dire que toutes les discussions, 100% honnêtement, on parle de GenAI, de Géo, etc. Oui. De comment, est-ce qu'il faut investir massivement, pas massivement, est-ce qu'il faut créer une équipe dédiée, est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie, quels moyens mettre, comment mesurer, etc. Donc on a senti, enfin moi je sens effectivement qu'il y a une attente énorme du marché. Par contre, aujourd'hui, il y a un décalage entre la bande passante que ça prend dans les conversations et les budgets, entre guillemets, qui sont débloqués pour ça. Ça reste encore du funny money, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques, faut le dire, en France, Qui ont une stratégie. qui ont une stratégie posée, qui sont prêts, au-delà de mettre un billet, de mettre une équipe et de mettre les moyens humains pour aller tacler ces nouveaux moteurs. Et Elles avaient tout mis dans le métavers, elles ont plus de sous. bah voilà, c'est ça, il faut se refaire une virginité. Alors, par chance, étant donné que personne s'est trop lancé, donc à date, et notamment nous, on a publié des baromètres géo par secteur, on met en avant les leaders et les challengers. Bah, on voit que les marques finalement qui fonctionnent bien sur Google, ou les marques qui ont une forte autorité, eh ben, elles capitalisent, elles ont une sorte de rente de situation parce que le marché n'a pas bougé. Demain, quand le marché va bouger, on pense 2026 évidemment, ce sera plus le cas, et je pense qu'il y aura des nouveaux entrants qui auront effectivement des places à prendre, notamment sur le début du parcours, parce qu'à date, ces outils sont très utilisés sur la partie découvrabilité, idéation, donc qui sont effectivement des usages importants à D'accord. à Et sur les chiffres partagés par David, vous les partagez, vous en avez d'autres? Ouais, bah si sur les chiffres, moi c'est sur les requêtes, parce qu'effectivement, donc on a tous en tête le chiffre en disant que ChatGPT et consorts, ça génère pas de trafic, et ce qui est vrai. Hein. Oui. Nous, on publie un baromètre mensuel qu'on met à jour sur un panel de clients, c'est 0,7% de trafic, donc c'est epsilon. En revanche, si on remonte d'un cran, c'est-à-dire sur les requêtes qui sont réalisées sur ces moteurs-là, donc j'ai dit Google c'est 14 milliards par jour, ChatGPT c'est 2,5 milliards. Donc déjà, il y a un écart type de 1 à 6, ce qui est assez faible finalement pour un nouvel entrant. Donc c'est là où on dit effectivement, si on continue. Et puis qui n'a que 3 ans, enfin c'est Bah fou voilà. la vitesse à laquelle c'est. Si on continue à raisonner avec les mêmes lunettes que l'on a, de dire bah moi il faut que je génère du trafic qui va générer du business, effectivement on va jamais investir ChatGPT, on va jamais le considérer comme un grand. Par contre, si on change nos lunettes et en disant bah il faut aussi prendre en compte la partie mention, visibilité, impression, ce qui est quand même le rôle d'un CMO, de dire bah il faut que ma marque rayonne, bah là ça en fait un acteur hyper intéressant à aller travailler. Bon, je vous rassure, à l'Alliance Digitale, on a des lunettes connectées, donc on va évidemment parler du futur. Alors on va évoquer entre nous cette notion de GEO. David, peut-être on pourrait commencer par une définition. C'est quoi votre définition de la Generative Engine Optimisation? C'est l'extension de la visibilité de la marque sur ces nouveaux outils génératifs, conversationnels. Et je parle bien d'extension, parce que je ne pense pas qu'il faille opposer les disciplines. Le géo, concrètement et schématiquement,
repose d'abord sur des fondamentaux SEO solides, puisque lorsqu'on fait une requête dans ChatGPT, avec ce système de query fan out, il va éclater votre question en requête, qui va aller requêter sur les moteurs de recherche. Et c'est vrai pour les questions qui sont actuelles, qui incluent un millésime comme 2025 ou le mot actualité ou récent ou etc. Et donc ça dépend d'abord des fondamentaux SEO. Et puis ensuite et surtout, c'est là que c'est changeant. Vous avez cette partie earned media, ce qui se dit de votre marque, qui est pris par ces capacités de synthèse énormes des ChatGPT et consorts, qui vont faire une synthèse de ce qui se dit sur votre marque ou d'un secteur, et c'est là où on espère être cité ou mentionné. Mais donc il y a bien une et partie qui justifie vos investissements, notamment Exactement. dans les RP et tout ce qui est un peu périphérique au en fait, SEO. un chiffre, hein, il y a plusieurs rapports qui en parlent. On peut en discuter avec Jérémy sur les heures de grandeur, mais le earned media, donc ce qui se dit de votre marque, c'est 60 à 70% des sources qui vont créer la réponse. Ça montre bien la différence avec le SEO, même s'il y avait déjà EAT, qu'il fallait faire parler de soi. Là, c'est indispensable. Voilà. Jérémy, qu'on comprenne bien, il n'y a pas forcément de backlink dans les réponses de ChatGPT. Donc le GEO, c'est apparaître dans la réponse, et tant mieux s'il y a un backlink et tant mieux s'il y a un clic, mais c'est pas forcément une fin en soi. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si notre objectif c'est de générer du clic, on va être déçu parce que mécaniquement le CTR, donc c'est-à-dire le taux de clic sur ChatGPT, il est de moins de 1%. Là où sur Google, on est plutôt autour de 30%, voire un peu plus. Donc effectivement, si on compare end-to-end, on se dit mais c'est quoi ce nouveau truc, on se sent un peu volé sur la marchandise. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'être mentionné, sur ChatGPT tout en haut. Et si jamais effectivement on a un lien, bah tant mieux. Mais nous, le parcours que l'on voit souvent, c'est que les personnes finalement elles vont utiliser ChatGPT pour structurer leur idée, pour avoir finalement des premiers signaux, des premiers éléments de réponse, et derrière elles vont finaliser leur parcours client via une bonne vieille navigation sur Google et closer derrière. Donc à date, on n'a pas de moyen de tracking qui permet de réconcilier finalement ce parcours-là. En tout cas, en termes d'usage, et lorsqu'on fait des surveys vis-à-vis de panels représentatifs, on constate cet effet-là. Donc pour les marques, c'est évidemment hyper intéressant d'être mentionné sur ChatGPT. Alors on va évoquer peut-être un peu concrètement les offres de vos agences. David, chez l'agence Swarm, comment vous vous êtes structuré depuis 3 ans pour accompagner ces clients sur ce nouveau levier ? Combien de personnes, par exemple, ont été mobilisées ? Quelles sont les solutions concrètes que vous proposez ? Au tout départ, on avait, alors pour nos clients, on va dire un petit noyau de pionniers, mais la réalité, c'est que c'est celle que disait Jérémy, c'est que tous nos clients et tout un tas de prospects sont venus vers nous en disant géo, ça prend de la place, comment on fait ? Donc finalement, tout le monde a opéré un switch. On a créé une méthodologie, en réalité. Il y a pléthore d'outils qui sont sortis pour aller chercher les citations, les mentions, le sentiment. C'est important, mais c'est pas là-dessus que repose une stratégie. Ce qu'il faut, c'est une méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va approfondir avec nos clients leurs personas, appuyer sur des données portefeuille, on regarde leurs intentions, et on aime bien pour ça les centres d'appel, par exemple, et creuser dans le CRM. Et puis ensuite, on va définir pour chacune des personas, donc une thématique, des intentions. On va évaluer des prompts, identifier des prompts. On va faire un audit, on va étudier les sources, et là on apprend déjà beaucoup de choses, parce que les grands baromètres qui sortent sont très instructifs et structurants, mais après on voit que pour des clients dans la santé, pour les clients dans le jeu vidéo ou dans le retail, on n'a pas du tout le même type de sources, et donc derrière le plan d'action qui en découlera n'est pas du tout le même. Des fois c'est beaucoup plus ancré sur le owned, ou comme on le disait sur le earned, et que à travers les médias et pas du tout le social. On parle de Reddit, mais dans le jeu vidéo, c'est vrai. Mais alors, dans la santé, vous oubliez, c'est que les médias et les institutions ou les sites d'associations de malades pour des pathologies, par exemple. Donc, on apprend énormément. On a 2 phases. On a donc la phase... Et donc, c'est là où votre historique dans les RP oui, alors permet de faire la différence. Oui, là, j'avoue qu'on n'a pas été mauvais dès 2014. On a adossé les relations presse au SEO, en partant du principe qu'il fallait faire écho à la marque et qu'il fallait construire la voix de la marque, son autorité, et pas simplement des liens. Et aujourd'hui, effectivement, dans la réalité des LLM, ça fonctionne très bien parce que c'est sémantique. Et si le monde, qui en plus au passage a un accord avec OpenAI, parle de votre marque, c'est le cas de notre client deuxièmeavis.fr par exemple, qui a un deuxième avis médical,
en fait, ça fonctionne très bien. Vous êtes mentionné, il y a un lien même, et cité. Donc voilà, il y a la partie audit, la partie accompagnement, plan d'action. Mais j'insiste sur un point, il faut vraiment aborder ce sujet-là en mode apprentissage. On n'a pas la même expérience que le SEO. Ça change tout le temps. C'est très mouvant et donc il faut rester très humble et apprendre en marchant. Voilà. Évidemment. Jérémy, même question. Chez Eskimos, vos consultants qui étaient des métiers très techniques sur le SEO, ils doivent s'ouvrir à l'influence, pourquoi pas demain au RP? Ouais, je vais pas reprendre ce qu'a dit David parce qu'effectivement, on fait à peu près la même chose. Oui. Peut-être en 2-3 éléments complémentaires. C'est d'une part, déjà, nous, on s'appuie beaucoup sur le top management. Je trouve que c'est un sujet de rupture technologique qui, pour une fois, est porté par le patron ou la patronne des boîtes, là où d'habitude, souvent, c'est porté par le bas. Et donc, nous, on s'appuie beaucoup sur ce sponsorship, effectivement, pour faire avancer les sujets. Le deuxième point, c'est que on a créé une petite cellule il y a 16 mois, effectivement, de pionniers, comme le dit David, pour aller creuser ces sujets, pour mettre en place plein de tests. Et donc, aujourd'hui, on a un playbook avec une centaine de tests qu'on a mis en place, qui fonctionnent pas, et qu'on partage, qu'on fait réunir à l'ensemble d'organisations. Nous, l'objectif, c'est pas d'avoir des consultants géo, c'est de faire monter en compétence les consultants SEO/content sur cette partie géo. Et donc, aujourd'hui, ils délivrent dans leur prestation SEO des éléments effectivement délivrables sur la partie géo. Et enfin, dernier point, on a aussi créé un outil, tu l'as mentionné, nous on a créé un outil de monitoring de visibilité sur les LLM. Pourquoi ? Parce qu'on a une application déjà avec une dizaine d'outils, donc c'est un outil en plus qu'on met à disposition aujourd'hui c'est 600 clients qui l'utilisent pour pouvoir commencer à avoir des premiers insights et prendre des décisions basées sur celle-ci. Alors on va évoquer justement des cas clients. On le rappelle, ChatGPT n'a que 3 ans et vos offres sont également très jeunes, mais est-ce que vous auriez déjà, David, des cas clients réussis, des chiffres à partager et quelle a été la problématique que vous avez suivie ? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a Sofiap, cette filiale de la Banque Postale, qui est venue nous voir il y a 2 ans maintenant pour faire éclore l'autorité digitale de sa marque. Au départ, dans une vue déjà de faire connaître la marque. Donc, le Sofiap fait quoi ? C'est du prêt subventionné par l'entreprise, l'entrepreneur, pour ses salariés, prendre une partie du crédit, par exemple, et ça rentre dans le package salarié. C'est assez méconnu. Il y a un petit nombre d'acteurs aussi. Et on l'a travaillé énormément. Alors bien sûr, ils avaient déjà un bon capital de contenu owned sur leur site. Et nous, on est venu faire écho à la marque avec les relations presse. L'année dernière, on a obtenu 125 retombées presse, dont 75 en ligne, directement. Cette année, enfin c'était en 2024, en 2025, on a 130, à peu près 130 et 110 digitales. Ce qu'on a constaté, et je le dis de façon très transparente, après coup, c'est que, et c'est là où on a appris beaucoup de choses, c'est que dans le ChatGPT, ça a permis de préempter totalement la thématique. On ne pensait pas que le poids du média était aussi important, mais on a fait donc des échantillons d'une trentaine, quarantaine de questions autour du prêt subventionné par l'entreprise, sans évoquer le nom de notre client Sofiap. Et on a 80% de citations, de mentions, jusqu'à 11 sources. Avec presque de meilleurs résultats dans ChatGPT que dans Google Search ? Ah, complètement. Complètement. Ils sont plutôt bons dans Google, mais alors dans ChatGPT, c'est très étonnant. Ça marche plutôt bien dans Perplexity aussi. Je ne sais pas dans Google AI Overview parce qu'on ne l'a pas. Mais j'insiste sur un point. Ça, c'était sur un domaine un petit nombre d'offreurs, une niche, sur une thématique serrée. Et ça a été très apprenant. Je ne sais pas si on peut la reproduire, copier-coller. Donc des bons KPI en termes de visibilité, de notoriété. Est-ce qu'il y a aussi des KPI business chez votre client ? Est-ce qu'il a senti la différence ? Oui, complètement. Je suis autorisé à en parler parce qu'on a eu un prix au mois de mars, donc on a donné des chiffres au Semi Awards de l'IA Search. Ils ont gagné 10 partenaires, et pour eux, c'est énorme. 10 partenaires, 10 grosses entreprises qui font appel à leurs services. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de mention et de citation d'une marque. En fait, le nouvel objectif du GEO, c'est quoi ? C'est pas un clic à une position, comme l'a dit Jérémy, c'est un objectif de mémorisation de votre marque. Et ce client a obtenu plus 50% de recherche recherche dans Google sur son nom, et plus 48% de trafic marque. Le top of mind, c'était un KPI média dans les années 70-80, ça revient avec le GEO. Et ça, juste pour terminer là-dessus, ça donne un peu le vertige aux marketeurs que nous sommes, parce que pendant 15 ans, 20 ans, on était habitués à des choses bien concrètes, des clics et de l'audience. Ouais. Ça, il faut s'habituer au fait. C'est un retour aux sources. Exactement. Jérémy également, est-ce qu'on pourrait partager des cas clients réussis pour Eskimos ? Oui, 2 cas clients. Un premier cas client on accompagne un leader du marché de l'emploi, notamment de l'intérim. Et typiquement sur la partie trafic, le trafic venant des moteurs LLM en 1 an, il a fait x24. Donc c'est assez exponentiel.
Et surtout, on a optimisé finalement alors pas le flux produit, mais tout le flux des job descriptions, donc des offres d'emploi, pour faire en sorte effectivement qu'il rayonne et qu'il émerge finalement sur ces nouveaux moteurs, LLM. Et on a gagné 10 points de part de voix sur les 6 derniers mois. Il y a un deuxième cas client qui est intéressant. J'accompagne moi personnellement une énorme banque française. Et là, c'est plutôt une mission de conseil où le blocage, c'était une banque qui a différentes caisses régionales qui chacune ont des streams de communication qui sont très silotés, avec des réseaux sociaux très silotés, des prises de parole très silotées, des marques très silotées. Ils n'ont jamais réussi à merger. Et grâce à l'arrivée finalement des moteurs IA, on sait qu'il y a un poids assez important d'avoir une communication qui soit resserrée autour d'une seule marque. Et donc, c'est ce qui a permis d'avoir une sorte de déclencheur pour initier un projet qui, finalement, n'a jamais avancé depuis 5 ou 6 mois et de faire en sorte qu'on arrive petit à petit à merger toutes les marques autour d'une seule et même enseigne. Donc ça marche. Donc il y a un ROI positif et les marques vont pouvoir continuer à investir. Alors j'ai néanmoins encore 2 petites questions. Je me posais la question de savoir si ce GEO, c'était pas qu'une étape vers ce que certains appellent déjà le commerce agentique. On a vu ChatGPT au cours du mois d'octobre et du mois de novembre faire beaucoup d'annonces de mémoire avec Stripe, PayPal, Booking, Walmart. On sent qu'ils sont en train de se transformer en plateforme e-commerce. Si par exemple vous avez des clients dans le tourisme, David, comment ils vont pouvoir lutter contre une alliance entre ChatGPT et Booking ? Est-ce que ce GEO, c'est une étape ? Ouais, je pense que c'est une étape, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. En ce qui concerne ChatGPT, c'est un gros pari. Ils doivent aussi commencer à rentrer des sous maintenant parce qu'ils perdent beaucoup. Je crois que le vrai dominant encore, et il l'a prouvé encore il y a quelques jours, quelques semaines, c'est Google, qui est beaucoup plus avancé, notamment sur ces étapes de flux Merchant Center. Celui qui transforme, c'est Google. Pour ChatGPT et Perplexity, même s'ils ont le navigateur, même si maintenant il y a des premiers essais sur les flux, c'est encore une promesse. Voilà, on a essayé Comet, on a essayé le navigateur aussi de ChatGPT. On peut faire Atlas, on peut faire des choses on a essayé pour des clients par l'agent, et c'est vrai que ça permet de mettre dans le panier, etc. C'est assez impressionnant. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de points de friction, mais c'est une vraie promesse. Effectivement, rendez-vous dans 3, 4, 5 ans, ou peut-être un peu moins. Très probablement qu'effectivement ça va être un nouveau canal d'arrivée, mais on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore. Jérémy, même question. ChatGPT, c'est un média ou ça va être un marchand ? Ouais, aujourd'hui on est surtout dans l'effet d'annonce, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est Black Friday, donc fallait annoncer des choses, donc ils ont annoncé un peu dans la précipitation. Instant checkout, ils ont lancé aussi la partie shopping research, qui honnêtement, je sais pas si vous l'avez testé, mais moi je trouve que c'est assez décevant par rapport entre la démo qu'on voit qui elle est topissime et opérationnellement ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, je pense que la direction elle est plantée, la trajectoire est plantée, mais derrière l'exécution elle est pas là. Je rappelle, les transactions, les requêtes transactionnelles sur ChatGPT, c'est 50 millions. Donc c'est rien du tout. Ouais. Aujourd'hui, le business de ChatGPT est plutôt sur l'informationnel, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le e-commerce. Sur la partie Google, pareil, moi je trouve que Google est largement en avance, et t'as raison, hein. Ils sont en train de déployer l'achat en un clic, un peu comme le propose Amazon, etc. Donc ça, c'est des choses qui, je trouve, ont beaucoup, pour une marque, moi j'investirais beaucoup plus sur Google que sur ChatGPT sur la partie commerce agentique. Et après, effectivement, si demain, ou dans 1 an, 2 ans, ça se déploie, moi ça pose la question du retail média. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup effectivement d'annonceurs retail qui monétisent leur trafic. Demain, il n'y a plus de trafic. Quelles sont les alternatives ? Et donc, il y a des marques qui commencent à travailler là-dessus, notamment Amazon, qui commence à monétiser Rufus, qui est son LLM maison. Et également, ça va poser la question de la détention finalement des données de transaction finales qui potentiellement vont peut-être échapper à des marketplaces. Je prends l'exemple d'Amazon. Amazon aujourd'hui bloque Perplexity. C'est-à-dire qu'il refuse l'accès à Perplexity, à son catalogue. Je suis pas certain que d'autres marketplaces vont pas suivre la tendance et de dire non, surtout pas que les LLM utilisent le contenu et cette dualité qu'on avait entre médias et marchands, elle pourrait être bousculée et les frontières pourraient être redéfinies dans les prochaines années. On n'a plus de temps, donc je vous poserai pas la question sur les lunettes connectées, mais on peut aussi s'interroger plus tard sur les nouvelles interfaces homme-machine. Je crois que Google va présenter les siennes le 8 décembre, donc ça va très très vite, et avec l'IA, évidemment, il y aura sans doute de nouvelles façons de poser des questions à ces agents intelligents. On va terminer par un petit mot de conclusion. David de l'agence WAM, qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans notre échange ? On est bousculé, les CMO sont bousculés parce que il faut s'habituer à une perte de clics et à d'autres moyens d'accéder finalement à la marque.
Il faut se lancer et tester pour se faire un avis, avec cet objectif de mémorisation de la marque. De toute façon, ces outils sont venus se placer dans le quotidien et la vague est lancée. Donc voilà, Donc, lancer il faut le y test, aller. c'est une manière de se Et faire on un peut y avis. aller avec l'agence WAM. Absolument. Merci David. Jérémy, également un mot de conclusion pour Eskimos. Ouais, deux choses rapidement. C'est d'une part, il faut pas avoir de FOMO, de panique morale. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire ah mes concurrents ils se sont déjà lancés, ils ont de l'avance sur moi. C'est pas vrai. Honnêtement, moi j'ai FOMO, ouais, Fear of Missing Out. Voilà. Donc si vous n'êtes pas lancé, c'est pas grave. Vous pouvez vous lancer demain, dans 6 mois. Honnêtement, le marché est pas du tout mature, donc il y a des places à prendre assez facilement. Et le deuxième point, c'est il faut surtout pas enterrer Google. On a peu parlé, mais Google aujourd'hui est ultra bien positionné. Moi, je les mets leaders. Ça fait voilà, plusieurs mois que je dis qu'ils vont gagner la course, etc. Je pense toujours qu'ils vont gagner la course de l'IA. Et donc, il faut toujours investir massivement sur Google, à la fois en termes de moteur de recherche, mais également en tant que plateforme IA. Très bien. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci.